Bonjour tout le monde. Monsieur Azdine Khalfallah, président ATPG, honorable invité, honorable conférencier, mesdames et messieurs, assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à la conférence annuelle HSE, Health, Safety and Environment 2015. Au nom du comité d'organisation de la conférence annuelle HSE 2015, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence internationale et vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je voudrais remercier également Monsieur les présidents des séances et tous les conférenciers tunisiens et étrangers d'avoir bien voulu participer à notre conférence afin d'enrichir cette manifestation par leurs connaissances et pour se concerter davantage sur des questions et des problèmes devenus le souci commun pour tout le monde, la gestion des risques et les aspects sécurité, santé et environnement, malgré les spécificités de chaque entreprise. J'adresse aussi mes remerciements à nos sponsors qui ont répondu favorablement à nos invitations. Cette conférence où EPPM est le sponsor officiel, SNDP et Mediatel sont les sponsors hors. C'est une conférence qui constitue une occasion pour discuter et partager donc, avec l'ensemble des participants ici présents donc, les nouveaux développements de cette composante HSE. Et cette composante, comme vous le savez, elle ne cesse donc, de se développer d'une année à l'autre en vue d'apporter donc, à l'entreprise les conseils donc, et l'assistance nécessaires en matière de prévention de risques, en matière d'élaboration d'une politique de sécurité, d'hygiène et de respect de l'environnement, l'objectif étant évidemment de réduire un peu l'impact de l'activité industrielle en général et pétrolière en particulier sur l'environnement, la santé, les nuisances, etc. Bonjour à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais avoir l'honneur, d'ouvrir cette conférence inaugurale relative au sujet de la nécessité de la mise en place d'un système de gestion de la sécurité. Alors c'est vrai que dans la présentation, ça a été très très bref, mais c'était volontaire. Michel Guay, donc GESIP, une dizaine d'années passées à la PAV, 18 ans passés chez Total et depuis lors donc au GESIP. Et au travers de mes différentes missions, j'ai été coordonnateur sécurité protection de la santé, personne compétente en radioprotection, agent de sécurité des installations portuaires, en fin de compte, beaucoup de métiers qui tournent autour de la prévention de la sécurité et de la formation. Certes, le risque zéro n'existe pas, mais en tant que directeur, en tant que responsable d'équipe, de site, d'entreprise, je vais tout faire pour mettre en place, justement, la formation des équipes, faire une analyse de mes risques, et je le pousse à l'extrême, supprimer les dangers dans le cadre de mon exploitation. Et là, on est typiquement dans une démarche proactive qui permet, au contraire, d'aller bien plus loin que le simple fait de la réglementation. Merci, Bilgues Mourad Ahmed de la STEG. Dans le même cadre, c'est-à-dire y a-t-il possibilité ou bien exigence d'avoir des sessions de conduite au changement pour initier les gens à s'impliquer sur le système de management de qualité pour le passage de la vie actuelle à l'implication d'un système de management. Et merci. Jamel Haji de Virtual Mobile Data. Le fait de penser à un système de gestion de sécurité au sein de l'entreprise, c'est bien. De centraliser tout l'historique des accidents pour les éviter dans l'avenir. Mais faut-il peut-être penser à améliorer ce système par l'échange entre les entreprises pour que le cas échéant d'une entreprise ne se reproduise plus dans une autre entreprise. Est-ce qu'il y a des méthodes pour motiver les entreprises à échanger une telle information ou bien une base commune pour être alimentée à partir de toutes les entreprises? Merci.
Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation pour cette conférence qui est de très grande importance et pour avoir invité l'ASTEC pour présider la session sur la gestion des risques. Comme vous le savez tous, la gestion des risques est l'une des bases essentielles d'une gestion saine des entreprises. La présentation elle est structurée sur 3 grands volets. Je vais présenter la définition du management des risques et puis présenter essentiellement 2 grands cadres de référence qui sont, à mon sens, les plus connus et les plus réputés dans le monde de la gestion des risques. Et puis, je vais répondre à la question qui est à savoir quels sont les facteurs de succès pour réussir cette alliance entre un certain nombre d'acteurs qui agissent dans le monde de la gestion des risques, et particulièrement par rapport à votre activité de gestionnaire des risques dans l'activité Health, Safety, Environment. Nous avons abordé le côté risk management au sens des dernières techniques arrêtées et des derniers référentiels, à savoir ISO et COSO. COSO, c'est un référentiel qui a commencé en 92 aux États-Unis. Je vais vous donner la liste des associations qui ont contribué à la rédaction de ce référentiel. Le COSO 1 était consacré au contrôle interne et le COSO 2, qui a été publié en 2004, était consacré à la gestion des risques ou l'enterprise risk management. Merci Hichem, merci à tout le comité d'organisation. Donc, je me présente, Radouane Tria, chef de service à l'ISST, à la direction sécurité. Donc, ma présentation va porter sur l'évaluation des risques professionnels. Donc, rappel sur le cadre réglementaire, donc les obligations de l'employeur, donc selon le code du travail. Donc la place de l'identification. Donc la place, oui, donc l'identification, donc c'est c'est la première phase de démarche de prévention qui comprend l'évaluation. L'évaluation comprend l'identification en premier lieu, l'identification des risques et des situations dangereuses. Ensuite, l'estimation des risques, la mise en place des actions et le suivi. Donc, le démarche de prévention, il comprend un boucle qui commence par l'identification des risques. On est tous fiers aussi que dans notre constitution, on a introduit l'aspect environnement. On est le 3e pays, d'après ce que je sais dans le monde, à avoir introduit l'aspect environnement. Donc ce sont des éléments très importants et aucun projet, disons, industriel ou autre ne peut être viable s'il ne tient pas compte de cet aspect-là, sécurité, santé et environnement. Donc je vais vous parler un peu de cet aspect-là au niveau de pétrole en particulier, et ce qui soulève un peu beaucoup de points d'interrogation, le gaz de schiste. Ça a pris une dimension tellement que c'est devenu beaucoup plus émotionnel, politique, et les techniciens ont été pratiquement mis de côté. On ne regarde plus l'aspect réellement scientifique ou technique. On se base sur des rumeurs parfois, voire même de la désinformation. Et comment dirais-je, surtout maintenant avec Internet et les réseaux sociaux, ça se propage très vite. Donc ma présence ici, et comme je l'ai fait dans d'autres circonstances, c'est de montrer que ce projet-là de gaz de schiste, d'abord il est important pour la Tunisie qui souffre beaucoup d'un déficit énergétique très important. Et on a des possibilités d'avoir des réserves importantes, donc ça vaut le coup de regarder ça. Bien sûr, dans toute activité industrielle, il y a des risques. Je vais vous montrer que ces risques-là ont été identifiés, comme ça a été dit auparavant. L'essentiel, c'est de cartographier ces risques-là et de prendre les mesures nécessaires pour les mitiger, pour les minimiser, puisqu'on ne peut pas les réduire à zéro. L'Agence nationale de protection de l'environnement. En fait, avec la dernière présentation, je voulais juste des commentaires, si vous permettez.
Donc pour le gaz de schiste, parce que là, on n'arrête pas de dire, voilà, c'est la solution miracle pour le développement de l'économie tunisienne. Eh bien, moi, je dis non. Actuellement, dans l'état actuel, il y a énormément d'articles qui sont écrits sur le gaz de schiste partout dans le monde, et puis ils montrent le contraire. Merci à tous. Donc, je vais présenter maintenant quelques éléments de HAC pour limiter ou pour diminuer les risques et les dangers. Je vais présenter l'envite, les hazites, les hazop, les si, les simops. Donc, ici, un guide pour la sélection des méthodes à utiliser lors d'analyser un danger. Donc, il y a les méthodes checklist. Hazit, Hazop, Envide, Boitaille ou bien Nœud Papillon. Et c'est consacré pour chaque stage d'un projet. Introduction. Alors, c'est quoi RBI? RBI, c'est le Risk-Based Inspection, une inspection basée sur le risque. C'est un processus qui, dès l'élaboration d'inspection, est basé sur la connaissance préalable des risques. Je rappelle que les approches traditionnelles d'inspection, l'inspection est basée sur le temps. Donc on programme l'inspection selon une certaine fréquence. Alors du coup, l'approche l'inspection est basée sur la détermination préalable du risque. Donc suivant le risque, à ce moment-là, on programme l'inspection. Rappel, je rappelle sur la notion de risque. Donc le risque est caractérisé, comme vous le savez tous, par son niveau de probabilité ou fréquence et son niveau de gravité. Donc le risque, c'est le produit justement de la probabilité par conséquence. Les risques naturels, ça ne se traite pas à l'intérieur de l'établissement, mais un peu bien avant qu'il n'y ait établissement. Ça veut dire un opérateur économique, industriel, immobilier, touristique, agricole. Généralement, il décide en connaissance de cause. Ça veut dire l'analyse de risque se fait un peu avant. Malheureusement, ce n'est pas toujours ainsi que les choses se passent. Et bien des bêtises sont aujourd'hui faites. Et le plus grand bêtisier en la matière, c'est l'État. Vous pouvez voir des établissements pas très loin, des universités, des lycées en pleine zone à risque. Il y a des établissements industriels, Karouen, en pleine zone à risque. Là, pas très loin, je ne sais pas si vous vous rappelez l'Aïd Ekbir Lifet, les gens étaient un petit peu à 1,5 mètre d'eau en pleine zone résidentielle où il y a des ambassades. C'est des choses qui sont très rares. C'était pour dire, c'est un éternel sujet d'actualité. Deuxième chose, voilà pourquoi les gens sont très mécontents de la manière dont sont gérés aujourd'hui les risques. Donc je dirais un mot sur le risque tel qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'à défaut d'autre chose, on continue d'utiliser l'ancienne réglementation. Je vais présenter la stratégie de prévention de la qualité de l'air en Tunisie, le cadre institutionnel et législatif, la surveillance de la qualité de l'air en Tunisie, le contrôle et mesurage des émissions atmosphériques à la source, la pollution atmosphérique dans le secteur pétrolier, les inventaires de gaz à effet de serre et les projets de valorisation de gaz torché qui a été réalisé par l'OMV. Donc, par la fin de ma présentation, vous allez avoir, j'espère, une idée exhaustive sur la gestion de la qualité de l'air en Tunisie et dans le secteur pétrolier et le cadre réglementaire nécessaire. Donc, comme introduction, l'air c'est la vie. Donc, on a besoin chaque jour entre 16 et 20 mètres cubes d'air. Donc, un effort est certes capital pour garder une qualité de l'air bonne, pour avoir une vie saine. Voilà. Donc, aussi, il y a des phénomènes globaux qui sont les changements climatiques, qui est très reconnu,
et aussi le smog photochimique, les pluies acides. Donc, vous voyez, c'est déjà, au départ, on sait très bien que la gestion de la qualité de l'air est très complexe et plusieurs efforts doivent être mis en place pour mieux gérer la qualité de l'air en Tunisie. Donc, et ceux qui sont dans un port sont obligés, par exemple, je vois mes copains de Agile là-bas, il est obligé, parce qu'il reçoit du pétrole, il est obligé de prévoir une intervention si la pollution est de faible ampleur. C'est l'article 10 du décret. Alors, c'est quoi la conclusion? Donc, tout gestionnaire d'un terminal pétrolier doit avoir le gestionnaire de l'Agile, le gestionnaire du port de la Goulette, c'est l'OMMP, c'est l'Office des ports. Mais l'OMMP est protégé par le décret Lakhordfeni qui dit « Ah, c'est toi qui fais les opérations portuaires, c'est toi qui dois prévoir le moyen de lutter contre une pollution de faible ampleur. » Donc voilà. Ah, et la conclusion, donc finalement. Je voulais d'abord remercier quand même les organisateurs pour cette belle initiative qui regroupe en fait pratiquement beaucoup de ressources HSE nationales. Alors, mon intervention en fait va être sur la veille réglementaire. En fait, quand on dit veille, ça sous-entend tout un processus avec un certain nombre d'étapes qui s'appliquent. Et donc, d'abord, il va falloir commencer par définir les responsabilités internes dans l'entreprise. Qui est responsable d'assurer cette veille? Après, bien sûr, il va falloir faire l'inventaire initial de l'ensemble de la réglementation qui concerne l'entreprise. Alors, quand ça concerne l'entreprise, ça peut être applicable à elle ou applicable à ses sous-traitants ou ses partenaires. Bon après-midi. Merci, Monsieur le Président. Ma part dans ce séminaire, donc je vais vous parler de la nouvelle culture HSE, situation et parcours de l'entreprise tunisienne. Bon, 20 minutes pour parler de tout ça, c'est pas évident, mais on va essayer au moins de lancer la pensée, de lancer la discussion et voir comment on peut avancer après ça. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est d'explorer l'importance de la culture, ce concept de culture dont on parle beaucoup. Aussi, essayer de définir c'est quoi la culture, HSE, ses composantes. Exposer l'échelle de progression de la culture. Une culture, on parle de différentes cultures. Est-ce que la culture progresse? Est-ce qu'elle s'améliore? Je m'appelle Amouri Boubakar. Quand vous voyez le titre de mon exposé, c'est « Dispositif antiterrorisme pour les industriels ». Comme vous voyez là, c'est un sujet qui traite de la sûreté. On est sorti un peu de la HSE, on va parler maintenant sûreté. Dispositif antiterrorisme. Le mot terrorisme, ça devient de plus en plus familier chez nous. Chaque jour, on parle du terrorisme. Chaque jour, on entend la radio, on regarde la télévision. Il y a des attentats, des actions de terrorisme. Et le terrorisme est partout, dans la majorité des pays arabes, dans la majorité des pays de l'Afrique du Nord, dans certains pays africains, tels que le Mali, le Niger, le Nigeria essentiellement, avec Boko Haram. En France aussi, on frappe. Le terrorisme frappe partout. En Tunisie, depuis 2012, on a enregistré beaucoup d'attentats terroristes contre nos forces armées. Ces attentats sont perpétrés essentiellement par des groupes djihadistes extrémistes, travaillant sous la bannière de la Katibat Aqba ibn Nafa, provoquant beaucoup de victimes et de blessés parmi nos soldats, nos gardes nationaux et nos policiers. Quels sont les vecteurs qui encouragent le terrorisme?
Ouverture médiatique non sélective, l'Internet, les réseaux sociaux. Plusieurs de nos jeunes Tunisiens qui sont partis en Irak, en Syrie, peut-être en Libye, c'est fait à partir des réseaux sociaux. La corruption, le terrorisme se développe à base de corruption. Le commerce des armes, les drogues, le blanchissement d'argent, ainsi de suite. Instabilité du noyau social, la famille. Lacune au système éducatif. Faiblesse du système juridique. Il n'y a pas une loi bien claire. Pauvreté et développement marginal. Le développement qui n'est pas équitable dans toutes les régions. L'hétérogénéité de la société raciale, religieuse, ethnique et tribale, bon, ça ne concerne pas essentiellement notre pays. Le terrorisme a un caractère transnational, car il voyage partout, à travers les moyens de communication, notamment, comme j'ai dit, l'Internet, les réseaux sociaux. Enfin, la prise en compte du terrorisme ne doit pas se limiter à une dimension locale, mais doit être élargie et dépasser les limites de notre pays. On va voir l'historique du HSE, un mot, le HSE dans l'industrie pétrolière en général, les principes généraux du HSE, les risques HSE, la gestion du HSE dans l'industrie pétrolière et le système de... Juste un mot pour introduire plutôt le système de management HSE qu'on ne va pas plutôt aborder. Donc HSE, comme tout le monde le sait, c'est les abréviations de H, Health, santé, S, Safety, E, Environment, environnement, HSE. Le HSE, c'est plutôt, tout d'abord, c'est la prévention des pertes. Peter Drucker, un théoricien en marketing, un Autrichien, disait que le premier objectif d'une société est de survivre. Le principe directeur de l'économie de marché n'est pas la maximisation des profits, mais bien d'éviter les pertes. Alors, les pertes, ce sont les pertes humaines, les pertes d'équipement de produits, les pertes de temps et de revenus, les atteintes à l'environnement, les pertes d'activité de réputation, les pertes d'information. Alors je vais commencer par dresser ce tableau sombre un peu, en situant quelques statistiques sur les accidents de travail et maladies professionnelles en Tunisie. Chaque année, on enregistre 40 000 accidents de travail avec arrêt, 200 accidents de travail mortels au travail, 2000 incapacités permanentes partielles, plus d'1 million de journées de travail perdues, 900 maladies professionnelles et un coût direct de réparation estimé à 50 milliards. Donc, les accidents de travail et maladies professionnelles en Tunisie sont un véritable fléau et donc il convient d'agir malgré la présence d'un arsenal juridique important, malgré qu'il y a des subventions qui sont données par la CNAM pour l'amélioration des conditions de travail, mais ce nombre d'accidents n'arrive pas à diminuer depuis 1995. Chef d'entreprise, responsable HSE, cadre, ingénieur, technicien HSE ont répondu présent à la demande du comité d'organisation de Tunisia HSE Conférence pour débattre un thème de grand intérêt qui est HSE, quel apport pour l'entreprise. À travers l'organisation de la première conférence HSE 2015 du 13 au 15 avril 2015 à l'hôtel Carthage de la Soleil-Zord Gamart à Tunis, nous avons vécu 3 journées historiques avec une importante participation. Plusieurs éminents conférenciers et orateurs de renommée nationale et internationale
se sont succédés pour définir et analyser les concepts de la santé, la sécurité et l'environnement dans le monde en général et en Tunisie en particulier. Et maintenant, j'invite les membres de la comité scientifique de venir ici pour donner les trophées aux sponsors. Représentant de la société EPPM pour recevoir le trophée du sponsor officiel. Donc, effectivement. Oui. On invite aussi le représentant de la société SNDP, s'ils sont toujours là. Et le comité d'organisation et... SNDP. Le représentant de la société Mediatel. حلو الكادو voilà. Le représentant de la société Ambulance Service Sud. Okay. Et enfin, le représentant de la société VMD. Merci. Finalement, nous espérons que tous les participants ayant trouvé tous les intérêts espérés, et nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés et se sont déplacés pour cette conférence et tous ceux qui ont contribué à l'enrichissement des débats. On se donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah.